Bonsoir à tous. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Mayline Draxler, je suis responsable des produits de la gamme orthobiologie au sein d'Artrex. Et j'aimerais remercier Dr Couturier, Dr Merlini pour leur participation et leur partage d'expérience à ce webinaire qui a comme sujet les pathologies de la main et du poignet prises en charge par PRP. À la fin de la session, vous pourrez poser vos questions, donc n'hésitez pas à les poser sur le chat. Donc on aura l'occasion d'échanger pendant une quinzaine de minutes, donc n'hésitez surtout pas à les poser. Donc pour commencer, on va faire une petite introduction sur le PRP en 2024 et ensuite on va parler des indications en consultation au bloc opératoire et ensuite on aura ce fameux temps d'échange. Donc pour commencer, le PRP, un petit rappel pour se mettre dans le contexte. Il s'agit d'une injection de plasma riche en plaquettes. Donc on va concentrer les facteurs de croissance protéines plasmatiques pour accélérer le processus de cicatrisation. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux plaquettes et aux protéines plasmatiques? Puisque celles-ci contiennent plus de 300 facteurs de croissance et une trentaine de protéines qui vont être directement injectées sur le site lésé. Et donc l'ensemble de ces éléments ont une action angiogénique. On va moduler l'inflammation, on aura une action analgésique et on va accélérer la régénération des tissus pour diverses indications, notamment pour l'arthrose, pour les lésions méniscales, les tendinopathies, les lésions ligamentaires et musculaires. On peut également utiliser le PRP en complément de la chirurgie, donc ça va être un des topos phares d'aujourd'hui, et également pour les pathologies du rachis, donc pour les facettes articulaires. Ce que je voulais souligner ce soir, c'est qu'il y a plusieurs PRP qui existent sur le marché. Il faut vraiment faire attention à la composition du PRP qui est utilisé, puisque là, vous pouvez le voir sur l'image. Donc, il y a eu un patient et différents systèmes, et on voit rien qu'à l'œil nu qu'il y a différents PRP. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu différents protocoles de centrifugation et différents systèmes qui ont été utilisés. Et l'ensemble de ces paramètres ont un réel impact sur la composition et donc un impact sur les résultats cliniques obtenus. Donc, c'est pourquoi en 2022, il y a eu différentes sociétés savantes, notamment le GRIP, l'ESCA et la SFTS, qui ont émis des recommandations pour harmoniser les pratiques et donc pour obtenir les meilleurs résultats. Si on regarde plus précisément pour la gonarthrose, par exemple, on peut voir qu'il est recommandé d'avoir un protocole de centrifugation plutôt modéré, donc avoir une concentration plaquettaire inférieure à 5, un PRP pauvre en leucocytes pour avoir des meilleurs résultats. Et donc, on peut observer, notamment sur l'illustration de l'étude, que le PRP permet donc d'avoir de meilleurs résultats à long terme par rapport à l'acide hyaluronique et aux corticostéroïdes. Et donc ça a bien été recommandé par l'ESCA en 2023. Et également, en termes de protocole d'injection, ce qu'on peut voir et ce qui a été recommandé, c'est qu'un protocole à multi-injection, ici en bleu, permettait d'avoir de meilleurs résultats par rapport à un protocole à mono-injection en orange. Et donc, grâce à ces diverses recommandations et harmonisations des pratiques, on a plus de 23 méta-analyses comparatives dans la gonarthrose avec de grandes cohortes de patients, donc 2000 patients, qui permettent de prouver l'efficacité supérieure du PRP par rapport à l'acide hyaluronique et les corticostéroïdes. Je vais très rapidement présenter la gamme ACP Thérapie, qui est le PRP d'Artrex. Donc cette gamme, elle est composée de l'Artrex ACP que vous voyez à gauche sur l'image et l'ACP Max, qui est notre nouvelle seringue qui nous permet de réaliser du PRP à la carte. Donc c'est une gamme unique, complète et personnalisable en fonction de l'indication du patient. Donc concernant l'Artrex ACP, donc c'est une double seringue unique dont la composition est recommandée scientifiquement. C'est un système qui est rapide, sans gel séparateur, sans anticoagulant. On va faire un prélèvement sanguin de 15 ml directement au niveau du coude du patient. Ensuite, on va procéder à la centrifugation, donc 1500 tours pendant 5 minutes. C'est assez rapide. Et on va transférer le PRP surnageant homogène grâce à la double seringue interne, ce qui va nous permettre de générer du PRP de manière stérile en 4 étapes et 15 minutes. Et donc, ce protocole de centrifugation de 1500 tours pendant 5 minutes nous permet d'avoir une composition qui est basée sur les recommandations scientifiques. Donc, une concentration plaquettaire modérée. On multiplie les plaquettes entre 2 et 3. On va diminuer le taux de leucocytes de 80%. Donc, on a bien un LP-PRP. On a un PRP homogène, donc la même quantité de plaquettes sur le premier CC et le dernier CC. C'est important pour les petites articulations, par exemple, donc la rhizarthrose, par exemple.
Et on a un PRP qui est 100% autologue, sans gel séparateur, sans anticoagulant, donc pour le patient. Et en complément de l'Arthrex ACP, nous avons la nouvelle seringue ACP Max qui va nous permettre d'avoir une solution unique de PRP à la carte en fonction de l'indication du patient. On va pouvoir créer différents PRP, donc avec des volumes différents, de 6 ml à 30 ml pour, par exemple, les gonarthroses bilatérales. On peut avoir 20 ml de PRP pour ce type d'indication. On peut également hyper concentrer les plaquettes pour avoir un taux de plaquettes très élevé, donc jusqu'à x11. Pour les petites articulations, par exemple, on va pouvoir augmenter la dose de plaquettes injectées. On va pouvoir moduler le taux de leucocytes pour certaines indications. Donc, on peut avoir soit du LPPRP, soit du LRPRP, et cela de manière rapide. Donc, c'est entre 3 et 9 minutes en fonction du PRP souhaité grâce aux centrifugeuses qui sont programmables. Donc, en résumé, la gamme ACP Thérapie, c'est une gamme unique, complète et personnalisable composée de l'ACP et de l'ACP Max. Donc voilà pour l'introduction PRP. Donc je vais laisser la parole au docteur Couturier pour son partage d'expérience. Merci Mayline. Effectivement, on va commencer par une présentation sur l'arthrose en général et notamment l'arthrose des petites articulations, parce que ce n'est pas quelque chose qui est très habituel dans la prise en charge avec le plasma riche en plaquettes. Alors moi, je vais d'abord vous parler un petit peu de l'arthrose pour passer très rapidement sur ce que l'on fait aujourd'hui, nous autres chirurgiens, quand on a des arthropathies. D'une manière générale, l'arthrose n'est pas très bien prise en charge parce que l'AFLAR a fait une enquête en 2014, qu'il a renouvelée en 2021, montrant que la plupart des patients avaient des demandes de soulagement des douleurs. Et les résultats sont stables depuis 2014, c'est-à-dire que malgré tout ce qui a pu être proposé comme thérapeutique, ça reste une pathologie qui, globalement, ne satisfait pas les patients sur la prise en charge de la douleur. Alors, pour ce qui est spécifiquement de la main et du membre supérieur, cette étude relate que 65% des gens de plus de 65 ans ont une arthrose symptomatique au niveau de la main et du membre supérieur. Et beaucoup d'entre eux estiment ne pas avoir un soulagement suffisant. Alors, je vais vous parler très rapidement de chirurgie, juste pour que vous sachiez que ça existe. Parce qu'en fait, beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut traiter chirurgicalement l'arthrose des mains. On peut utiliser des prothèses, comme le petit implant en pyrocarbone ici sur l'articulation STT, des prothèses trapézo-métacarpiennes, un peu comme des prothèses de hanche en tout petit pour la rhizarthrose, des prothèses articulées ou non articulées en silicone ou en différents matériaux pour les doigts. Et globalement, ces prothèses ont plutôt un très bon effet sur la douleur. Sur la motricité, ce n'est pas toujours le cas. Quand on intervient au niveau très distal, les prothèses, on peut les utiliser, mais c'est beaucoup plus aléatoire et on va plutôt préférer les arthrodèses. Là, je vous ai mis avec des vis, mais on peut les mettre avec des broches, avec des petites encres. Il y a tout un tas de possibilités. Sur le poignet, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, surtout avec le docteur Merlini, quand on a des arthroses évoluées, on essaye d'éviter les blocages articulaires. Nous autres, les chirurgiens de la main, on aime bien préserver la mobilité. Donc, on essaye de gagner sur la douleur tout en préservant un certain degré de mobilité. On peut faire un classique qui est la résection de la première rangée des os du carpe. On peut y ajouter un petit implant en pyrocarbone comme celui-ci si la tête du grand os est altérée. Parfois, on fait des résections partielles de petits bouts d'os, notamment sur le scaphoïde qu'on peut faire par arthroscopie. C'est une technique assez élégante. Et on interpose ces petits implants en pyrocarbone, un peu comme des Smarties dans le poignet. Et puis, on peut faire des arthrodèses partielles, ici montées avec des plaques, des petites vis verrouillées, des plaques en un plastique qui s'appelle du PIC, mais on peut le faire avec des plaques en métal, on peut le faire avec des broches, avec tout un tas de matériaux. Et puis, de temps en temps, il nous arrive de faire des prothèses totales, ce qui reste beaucoup plus rare dans notre usage quotidien. Alors, vous allez me dire, maintenant que vous, chirurgiens, vous mettez des prothèses et des opérations, vous faites des opérations partout, quand est-ce que vous avez besoin du PRP? Eh bien, dans tous les cas où on ne va pas opérer. Alors, un petit mot de classification. Sur la rhizarthrose, il y a un certain nombre de classifications, entre autres celle de Dell. Sur les SNAC, les arthroses du poignet, après SNAC, c'est scaphoïde non-union, c'est-à-dire pseudarthrose, fracture non consolidée. Les SLAC, les lésions scapholinaires, et les SCAC, la chondrocalcinose. Différentes classifications sont assez claires. Mais
Pour les petites articulations des doigts, on n'a rien. On n'a pas grand-chose. Alors, moi, j'avais choisi, il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire du PRP, d'essayer de trouver quelque chose qui soit à peu près reproductible. Et j'avais choisi de prendre en référence les stades radiologiques décrits pour la grande arthrose, qui sont ceux de Kellgren et Laurence, qui sont en général reconnus par la Société française de rhumatologie. Alors, pourquoi cette classification? Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand est-ce qu'on fait du PRP? Quand est-ce qu'on n'en fait pas? Bien évidemment, on peut faire des traitements conservateurs. Et moi, quand je vois des patients avec des arthroses de la main, du poignet, bien souvent, ils ont déjà eu ces traitements, mais parfois non. Et donc, on peut leur proposer des orthèses, modifier leurs activités, faire de la physiothérapie, utiliser l'allopathie classique, les anti-inflammatoires, les antalgiques. Les protecteurs du cartilage peuvent être utilisés, ils sont efficaces chez certains patients. On peut proposer des injections. Alors, personnellement, je suis un peu dubitatif sur les corticoïdes. Ils sont très utiles parce qu'ils vont agir rapidement sur la douleur et sur l'inflammation, mais un certain nombre de publications, notamment dans le genou, montrent qu'il peut y avoir une altération assez rapide du cartilage si on renouvelle trop ces injections. On peut bien évidemment utiliser l'acide hyaluronique. J'en ai mis un là, mais il y en a plusieurs. Et puis, le plasma riche en plaquettes sur lequel on vous a déjà présenté la méthode et que j'affectionne tout particulièrement. Alors, on peut utiliser d'autres médecines aussi et j'utilise volontiers les traitements conservateurs avec les médecines complémentaires. Et c'est tout l'intérêt de ce qu'on appelle la médecine intégrative, qui est un petit peu à la mode aujourd'hui et que nous, on a commencé à faire dans notre centre spécialisé dans les Yvelines il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que quand on associe différentes voies thérapeutiques, en général, on améliore l'efficacité, y compris de l'allopathie. Alors, j'en reviens à cette classification et aux indications. Moi, j'ai constaté que lorsqu'on avait un espace articulaire qui était détruit, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les stades 4, finalement, il n'y a plus de cartilage. Alors, évidemment, si on met quelque chose pour améliorer le cartilage alors qu'il n'y en a plus, ça ne marche pas très bien. Ça peut faire un effet caoutchouc, un effet de dilution. Il peut y avoir un effet placebo comme dans toutes les thérapeutiques, mais vous le verrez tout à l'heure sur les quelques résultats que je vais vous présenter, le stade 4, ce n'est pas terrible. Donc, je vais plutôt le préconiser dans les premiers stades. Cela dit, quand j'ai commencé mon expérience, je me suis fié sur ce qui existait et donc j'ai regardé la bibliographie. On s'aperçoit que sur la main et sur le poignet, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques publications. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez les retrouver en ligne après, mais ces présentations, enfin ces articles nous montrent qu'il y a quand même une efficacité objectivée, objectivable, mais avec des protocoles différents. Et puis, on l'a fait dans des trapézométacarpiennes, on a comparé avec la cortisone. Là, on a plutôt fait dans des stades précoces où on montre qu'effectivement, la cortisone a un effet, mais qui ne dure pas très longtemps. Et comme l'a dit Mayline tout à l'heure, le PRP a quand même un effet aujourd'hui objectivé et qui est beaucoup plus durable. Voilà un autre article où on a fait 2 injections à 1 mois d'intervalle, avec une diminution de la douleur qui n'est pas terrible, et conclut que c'est mieux dans les stades précoces. Et puis, une présentation qui montre que ça marche mieux que le sérum Phi. Donc, quand même, on n'a pas qu'un effet placebo, et c'est heureux, parce que ce serait dommage d'utiliser une technique et de s'apercevoir que finalement, le sérum Phi marche aussi bien. Donc, ça a été objectivé. Et c'est pour les détracteurs du PRP, là on a des éléments objectifs. Et puis un autre article qui compare les 3 méthodes et qui là, vous voyez, dit que l'acide hyaluronique, dans leur étude à eux, ça marche finalement pas mal. Alors, évidemment, on reste sur la trapézométacarpienne, ce qui prouve qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont encore discutables. Si sur le genou, on a fait le tour du problème à peu près aujourd'hui, sur les petites articulations, il y a des choses à discuter. Alors, je vais vous présenter mon expérience, elle n'est pas extraordinaire, mais elle est quand même conséquente sur 215 articulations que j'ai prises en charge de mai 2020 à février 2023. Pourquoi je me suis arrêté sur les chiffres d'il y a 1 an? Parce que je voulais essayer d'évaluer la durée d'efficacité et j'ai réévalué les patients à 12, 18 et 24 mois pour ceux qui sont arrivés à ce délai. Alors, globalement, vous voyez, je l'ai fait au début, je l'ai fait dans tous les stades. Je me suis dit, comme il n'y a pas de publication, on va voir, on va essayer. Et je l'ai fait dans des stades évolués pour avoir une idée. Et on verra tout à l'heure ce que ça a donné. Il y a quand même un certain nombre d'échecs qui sont surtout dans les stades évolués. Alors, si on part sur le pouce, la trapézométacarpienne, finalement, ça marche plutôt pas mal.
comme vous voyez, les résultats avec une durée d'efficacité qui est significative, plus d'1 an en moyenne, mais on a quand même un certain nombre d'échecs, ce qui explique ce pourcentage de diminution de la douleur qui n'est que de 56%, parce que dans les stades 4, c'est la moitié des mauvais résultats qu'on a eus, et clairement aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais voilà, c'est l'expérience que j'ai, elle mérite d'être partagée et discutée. Sur la scapho-trapézo-trapézoïdienne, je trouve que c'est une articulation qui est plus difficile à injecter. Moi, je fais les injections sous contrôle échographique. Peut-être que je les ai moins bien faites dans les STT, mais j'ai un pourcentage de diminution de la douleur qui est un peu plus faible, mais j'ai effectivement que des échecs dans les stades 4, donc clairement, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. La radio carpienne, docteur Merlini en parlera un peu plus que moi parce qu'il a plus d'expérience. Moi, je l'ai fait en dehors de toute chirurgie dans l'arthrose pour voir. Là aussi, on a une durée d'efficacité qui est pour moi moins longue que dans les petites articulations des doigts, mais aussi un certain nombre de stades 4 qui péjorent tous ces résultats. Tout comme sur la radio ulnaire distale, c'est à peu près la même chose. L'efficacité semble un petit peu meilleure, mais avec une durée qui n'est pas très très longue, moins d'1 année. Là, j'ai eu un échec qui était un stade 3. Bon. La pisotriquétrale, 4 articulations, c'est vraiment juste pour en parler parce que je l'ai fait. Là, j'ai eu une efficacité beaucoup plus durable. C'est assez étonnant. Ça n'a pas marché dans un cas qui était un stade 4, mais sur 4 articulations, on ne peut pas dire grand-chose. Alors, on passe sur les doigts maintenant. Et sur les doigts longs, eh ben, finalement, j'ai trouvé ça un peu plus satisfaisant, comme sur la trapézo-métacarpienne. J'ai essayé de voir, vous avez vu la quantité de PRP injecté. On discutera tout à l'heure de la quantité. Je ne vais pas le discuter là parce que ça a été assez disparate dans mon expérience, surtout au début. Et maintenant, j'ai un petit peu mieux identifié la bonne quantité, entre guillemets. Alors, là aussi, sur la métacarpophalangienne, sur une vingtaine d'articulations, on a un pourcentage de diminution de la douleur qui est vraiment significatif, avec une bonne durée quand même, plus d'1 an et demi. Là encore, dans les stades 4, des mauvais résultats, et on trouve la même chose sur les interphalangiennes proximales, avec des stades 4 qui ne marchent pas très bien, et une durée d'efficacité qui, quand ça fonctionne, est de 12,9 mois. Alors évidemment, toutes les statistiques que je vous donne, si on supprime les stades 4, ce que je n'ai pas voulu faire pour une question d'honnêteté intellectuelle, mais si on supprime les stades 4, on a des résultats qui sont encore meilleurs. Donc, c'est intéressant de savoir que on a essayé et ce n'est pas une bonne idée. Sur les interphalangiennes distales, vous allez me dire, c'est tout petit, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ça ne marche pas si mal. Et moi, j'ai été étonné des résultats, même sur des articulations quand même assez altérées au stade 3. Là aussi, tous les échecs sont sur des stades 4. Alors, j'ai identifié l'interphalangienne du pouce parce que c'est une articulation un petit peu différente. Et là aussi, on reste comme sur les petites articulations avec un pourcentage de diminution de la douleur significatif et une durée qui est quand même très satisfaisante parce que quand on dépasse 1 année, c'est quand même intéressant. Alors, à la fin, je me suis dit, bon, je vais regarder stade par stade et faire fi du type d'articulation. Globalement, quand on est dans les stades précoces, ça marche super bien et ça dure longtemps. On peut quand même avoir des échecs parce qu'il n'y a pas de technique malheureusement miraculeuse qui marche à tous les coups, mais ça a quand même une efficacité qui est relativement durable. Sur les stades 3, j'ai fait beaucoup plus de cas et ça reste très efficace, comme vous le voyez, avec une durabilité qui est quand même intéressante parce qu'on est sur 18 mois, donc enfin sur 1 an et demi à peu près. Quelques cas d'échecs, voilà. Et le nombre d'échecs augmente évidemment sur les stades 4 où on a une diminution de la douleur qui n'est pas très satisfaisante. Alors, en conclusion, quelle est ma pratique aujourd'hui? Là, j'ai fait une centaine d'injections de plus depuis l'année dernière. Aujourd'hui, les stades 2, je n'hésite pas. Dans les stades 3, je discute avec le patient. Si le patient a déjà eu des traitements médicaux, qu'il en a marre de traitements qui ne durent pas, qui ne marchent pas, on va discuter chirurgie. Je lui propose toujours le PRP en lui disant que ça marche plutôt pas mal à ce stade et que ça peut permettre de reporter une intervention dans le temps ou si le moment n'est pas opportun pour faire une intervention chirurgicale, le PRP peut être utile. Dans les stades 4, vraiment, aujourd'hui, je ne le recommande plus à mes patients. Parfois, certains disent « je ne veux pas du tout de chirurgie, j'ai trop peur, je n'ai pas envie ». Bon, je leur dis « on peut essayer, vous avez fait d'autres choses, on peut essayer ». Puis on a de temps en temps quelques bonnes surprises. Voilà, alors je vais passer la parole au docteur Merlini qui va partager avec nous son expérience. Ouais, merci beaucoup Christian pour ce topo très complet. Je fais mon partage d'écran. Voilà, donc oui, merci Christian. Je vais
Je vais aller de toute façon très rapidement sur mon expérience à moi concernant ce qui vient d'être présenté par le docteur Couturier, juste pour en fait rapporter les chiffres qui sont les miens, qui sont en moindre mesure que ceux que vous avez vus, mais qui, juste pour vous témoigner que ça va dans le même sens, c'est-à-dire que moi, le PRP, dans le cadre de l'arthrose, eh bien, globalement, je l'ai utilisé dans deux grands cas de figure, je les ai classifiés un peu différemment. J'ai séparé les arthroses primitives et les arthroses secondaires, notamment au niveau du poignet, les arthroses post-traumatiques. Le PRP, encore une fois, la preuve dans l'arthrose, on l'a sur toutes les articulations, notamment au genou. On a beaucoup de données maintenant, donc la preuve n'est plus à faire. On a des études qui retrouvent aussi, comme l'a montré Christian, des résultats dans les articulations, notamment dans la rhizarthrose, qui est un peu l'indication phare. Et donc, globalement, moi, alors c'est beaucoup moins de patients, comme vous pouvez le voir, mais sur 37 patients d'arthrose primitive à la main et au poignet, donc notamment beaucoup de rhizarthrose, également beaucoup de chondrocalcinose. Moi, j'ai un petit réseau d'adressage par des rhumatos qui veulent traiter les chondrocalcinoses. Vous savez que la chondrocalcinose au poignet, ça se répercute beaucoup. On a des très bons résultats, comme vous pouvez le voir. Alors, le taux de satisfaction général, c'est-à-dire vous êtes content, vous n'êtes pas content, il est quand même bon. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que le patient soit content. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas un traitement miraculeux de l'arthrose, mais comme vous pouvez le voir, j'ai posé la question à tous les patients, est-ce que le PRP vous suffit? Est-ce que vous restez comme ça, quitte à refaire une dose dans 6 mois, dans un an, si jamais ça revient un peu? Les patients, à 2 tiers, disent oui, ça me va très bien. Donc, c'est des patients qu'on opère du coup pas. Alors, ça a ses avantages, ça a des avantages de ne pas opérer, mais globalement, les patients sont très satisfaits qu'on leur propose une alternative avec laquelle ils obtiennent une satisfaction. Et en matière de chiffres, comme vous pouvez le voir, sur le Quick Dash, on a une baisse moyenne du Quick Dash de 23 points, ce qui est quand même une baisse significative sur un score de 100 points. Ça, ce sont les chiffres spécifiquement de la rhizarthrose pour aller un petit peu dans le même sens que ce qu'a présenté le docteur Couturier, avec un taux de satisfaction global de 70%. Les patients qui continuent avec ce traitement pour les 2 tiers globalement, une baisse du Quick Dash pareil, de l'ordre de 22-23 points. Et intéressant, une radio un an plus tard en moyenne qui montre une stabilité radiologique. Alors est-ce que c'est juste parce qu'il n'y a pas assez de temps écoulé ou est-ce que c'est parce que le PRP a permis de solidifier un peu le cartilage et d'avoir une usure moins rapide? Probablement aussi. Dans le même sens aussi, attention au stade, n'allez pas mettre du PRP partout parce que comme l'a dit le docteur Couturier, ça ne marche pas partout. Et typiquement, moi j'ai pris un autre critère de succès. Moi je considérais que la PRP marchait quand un an plus tard le patient n'avait pas été opéré. Et comme vous pouvez le voir dans les stades 4, il y a quand même moins d'un quart des patients qui sont toujours sans traitement chirurgical. Tous les autres ont été opérés. En revanche, dans les stades précoces, dans les stades 2, typiquement, c'est un vrai traitement qui fonctionne. Alors maintenant, dans les arthroses secondaires, je les ai un peu mises à part parce qu'au niveau du poignet, effectivement, il y a un facteur causal qui est un peu différent. Je me demandais que c'était peut-être pas forcément la même biomécanique et étiologie biologique sur l'arthrose. Finalement, on a des chiffres un peu similaires sur une série de 33 patients d'arthrose post-traumatique ou bien d'arthrose sur dégénérescence ligamentaire ou sur arthrose scaphoïde. Finalement, les résultats sont assez similaires avec une baisse de Quick Dash qui est elle aussi très significative, comme vous pouvez le voir. Alors, ça, c'était pour l'arthrose. Je ne vais pas plus loin parce que le docteur Couturier a dit tout ce qu'il y avait à savoir dessus. L'idée maintenant, c'est d'embrayer sur est-ce qu'on peut en faire aussi dans le cadre des parties molles. Et là, c'est de vous relayer un peu mon expérience sur le traitement des ténosynovites et du canal carpien avec les injections de PRP. On a sur le plan de la science des données, notamment cette étude-là qui retrouve dans le cadre d'un syndrome du canal carpien, un traitement par PRP à plus de 6 mois, une réduction de l'échelle, de la douleur, de l'échelle visuelle analogique et des sensations, des symptômes neurologiques, probablement par action anti-inflammatoire et décongestionnante. Donc moi, comment je traite les canaux carpiens quand ils sont de stade médical? C'est-à-dire que bien sûr, si un EMG arrive de stade chirurgical avec une souffrance sévère, on opère, mais dans les stades
peu sévères, typiquement ceux qu'on traite actuellement par attel et ou par infiltration cortisonnée, en fait, j'essaye de les traiter plutôt par PRP, puisqu'on sait que l'accumulation de cortisone parfois peut être un peu délétère sur le long terme. Donc le protocole, c'est de réaliser une injection qui peut être répétée à la demande. Si 6 mois plus tard, les symptômes recommencent, on peut se poser la question d'opérer, mais si le patient n'est pas chaud, on peut continuer là-dessus aussi. Quelques jours de repos après l'injection de PRP par une petite orthèse, typiquement. Attention à bien dire aux patients de ne pas prendre anti-inflammatoire, comme vous le savez, ça c'est quelque chose qui a été rapporté. Et globalement, les résultats sur canal carpien, vous voyez, j'ai 27 patients que j'ai traités comme ça sur les 2 dernières années. Et bien, globalement, il y a un patient sur 2 qui évite la chirurgie, ce qui est globalement satisfaisant, avec un taux de satisfaction qui est bon, et une baisse du cuidage pour les patients traités par PRP aussi significative, comme vous pouvez le voir. Même tableau similaire, avec des chiffres un poil inférieurs, mais qui sont quand même plutôt encourageants sur le traitement des ténosynovites et des dos à ressaut. Au lieu de traiter par infiltration, on leur propose du PRP. Avec sur 34 patients en 2 ans, pareil, presque un patient sur 2 qui évite la chirurgie. Donc, ce n'est pas des chiffres miraculeux, c'est-à-dire que le PRP n'est pas forcément de la potion magique, mais il y a quand même une vraie alternative aux produits chimiques de type cortisone ou autre, et quelque chose qui peut différer, en tout cas retarder un éventuel traitement chirurgical ultérieur. Toujours dans les parties molles, on va parler des épicondylites, et donc là, je redonne la parole au docteur Koutchaï qui va nous rapporter sa belle expérience dessus. Alors, j'arrête le partage d'écran. Hop, voilà. Alors, je vais effectivement, merci pour ces précisions. Alors, c'est vrai que c'est intéressant quand on a des techniques innovantes de proposer des indications, d'essayer. Alors, c'est vrai que nous, on est des chirurgiens, on pourrait se dire, ils sont idiots. Quand ils font du PRP et que ça marche, ils n'opèrent pas les gens. C'est vrai. Sauf qu'on n'est pas obligé d'opérer tous les patients qui viennent nous voir. Et donc, quand on réserve la chirurgie aux cas les plus favorables et pour lesquels aucun autre traitement n'a été efficace, en général, les patients sont dans des conditions psychologiques bien meilleures pour accepter l'acte chirurgical. Et je pense qu'il faut utiliser les procédures thérapeutiques qui sont à notre disposition aujourd'hui, surtout que le PRP, quand c'est bien managé, c'est quand même aujourd'hui une procédure qui a un risque extrêmement faible et en tout cas bien moindre à mon sens que les injections de corticoïdes. Alors, pour les épicondylites, là, je ne voulais pas faire un topo sur l'épicondylite parce que c'est publié, c'est validé depuis X temps. C'était juste plutôt pour échanger sur quand est-ce que, dans ma pratique en tout cas, j'estime que le PRP est intéressant. Alors, pourquoi j'ai voulu faire du PRP dans les épicondylites? Parce que quand on opère une épicondylite, les suites sont super longues, pas tout le temps, mais pour certains patients. Et donc, quand on a opéré quelqu'un, le remodelage tendineux prend 3, 4, 6 mois chez certains patients. Globalement, ils vont mieux, mais ils ne sont pas guéris. Alors, je m'étais dit, pour tous ces patients-là, pour lesquels la chirurgie fonctionne, mais n'élimine pas les risques de récidive, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'éviter la chirurgie dans les formes que d'habitude on opérait? Donc, je me suis dit, je vais sélectionner tous les patients qui ont des fissures déjà bien objectivées, sans rupture complète, et les formes inflammatoires qui ont déjà eu de la cortisone, de la physiothérapie, de la kiné, et pour qui ça ne marche pas. Alors, là, on va discuter un tout petit peu technique. Il se trouve que moi, j'ai créé une salle d'opération en structure de consultation. C'est quelque chose qui est parfaitement connu dans le monde entier. En France, c'est un peu plus épisodique, enfin, c'est un peu plus récent et surtout pas beaucoup développé. Ce qu'on appelle l'office surgery, c'est-à-dire la capacité d'opérer dans une salle d'opération classique, mais dans une structure de consultation. Donc, j'ai cette chance d'avoir cet environnement. Voilà, on en discutera tout à l'heure éventuellement, mais c'est une des façons de faire. L'anesthésie, ça se discute. On en reparlera tout à l'heure avec le docteur Merlini.
Moi, je fais une anesthésie locale que je tamponne avec du bicarbonate, selon des recommandations qui ont été déjà publiées là-dessus. Et surtout, évidemment, on n'injecte pas dans le tendon parce que sinon, là, on prend la place du PRP et puis il paraît que ce n'est pas très très bon pour les plaquettes. En le tamponnant néanmoins avec un pH 7, on a moins de problématiques, on y reviendra tout à l'heure. Alors voilà un peu comment je m'installe, je montre aux patients, ils sont contents de voir l'échographe. C'est important d'avoir un échographe de très bonne qualité à mon sens, pour l'échochirurgie d'une manière générale, ou pour toute procédure, donc le matériel est essentiel. Et personnellement, j'utilise des petites épicrâniennes parce que grâce aux petits fils que vous voyez en plastique, bah, si je gigote un peu avec ma main droite quand j'appuie sur le PRP, bah, ce n'est pas très grave, ça ne fait pas bouger mon aiguille. Alors c'est peut-être parce que je suis maladroit, mais en tout cas, moi j'aime bien cette procédure-là. Alors voilà comment je fais. Je vais vous enlever le son qui n'a pas d'intérêt. Donc une fois que j'ai fait mes repérages, souvent je fais un petit coup de Doppler au début. Eh ben, je vais commencer par mettre mon aiguille au contact de la partie superficielle du tendon et je fais comme pour un gâteau, un petit nappage superficiel. Et puis ensuite, je rentre dans le tendon, dans la partie superficielle, et comme vous le voyez ici, il y avait une fissure superficielle qui s'ouvre extrêmement bien, et il y avait une deuxième atteinte profonde dans laquelle je vais mettre mon aiguille et injecter. Alors, comment j'injecte? J'injecte tout ce que je peux à partir du moment où le patient me dit pas c'est abominable. C'est en général désagréable, mais quand on prend son temps, quand on fait l'anesthésie, dont on reparlera tout à l'heure, au début je le faisais sans anesthésie et j'ai quand même eu quelques malaises vagos. Maintenant, j'en ai plus. Voilà. J'y vais doucement, j'injecte doucement et vous voyez, on arrive assez facilement à bien remplir toutes les zones qui étaient altérées avec un patient qui regarde ce qui se passe et qui me dit quand c'est désagréable, je m'adapte, je vais plus doucement, je change d'endroit pour injecter. Alors, qu'est-ce que j'ai comme résultat? J'ai décidé d'arrêter l'évaluation. Enfin, là, je vous présente des patients que j'ai pris en charge de mai 2020 à septembre 2022 parce que je voulais avoir un recul suffisant, notamment à 1 an. Alors, comment je fais en pratique? Je leur fais 1 à 3 injections. Dans ma prise en charge, j'avais 1 à 3 injections, mais je commence toujours par une première injection. Je leur dis qu'il va leur falloir environ 3-4 semaines pour qu'ils puissent ressentir un effet éventuellement bénéfique. Parfois, c'est plus rapide. Et je les réévalue à 3 mois. Et là, à 3 mois, on fait un état des lieux. Personnellement, je fais des IRM, ce n'est pas une obligation du tout, mais je voulais le faire dans un esprit scientifique pour avoir des images à peu près superposables, parce que vous savez que l'échographie, quand on la fait faire par un tiers, ça dépend du tiers. Et donc, en fonction des radiologues, si les patients ne vont pas forcément chez le même, je trouve que les images sont moins superposables que l'IRM. Donc, j'ai choisi de faire des IRM pour avoir de l'imagerie un petit peu plus reproductible et comparable. Donc, je leur fais un bilan à 3 mois. S'ils ont plus mal, chouette, on ne fait rien. S'ils ont encore des douleurs, on fait une IRM. Et là, il y a 2 cas de figure. Ils n'ont pas été améliorés, l'IRM montre que la fissure reste la même, clairement ça n'a pas marché, on passe à autre chose et on opère, entre autres, parce que bien souvent ils ont déjà eu tous les autres traitements, et s'ils ont été améliorés, je peux faire une 2e injection avec le même protocole, voire une 3e. Alors juste pour vous dire, avant de commencer le PRP, j'opérais à peu près 2 épicondylites par mois, 2 à 3, parce que j'en voyais souvent. Aujourd'hui, je pense que j'en opère 2 à 3 par an, et c'est vraiment ceux qui sont en échec. Alors, voilà ce que ça a donné sur cette série. La quantité injectée est quand même conséquente, hein, on est à 3 cc quasiment, avec un pourcentage de diminution de la douleur qui est très satisfaisant, mais ça n'a pas marché chez tout le monde. J'ai quand même 11 échecs, alors qui n'ont pas été tous opérés, seulement 2 ont été opérés parce que ceux qui avaient un échec de la méthode, ou en tout cas un résultat insuffisant, parfois ont repris de la kiné et puis ça a marché, alors que ça n'avait pas marché avant. Parfois, ils ont eu à nouveau une injection de corticoïdes, ils avaient une amélioration à l'IRM, mais pas une vraie amélioration clinique, et puis ça a fonctionné. Donc, il ne faut pas se priver de retourner en arrière quand on a fait du PRP et penser que c'est forcément chirurgical. Alors, sur la durée et l'efficacité, malheureusement, je ne peux pas vous donner des statistiques fiables. Je n'ai pas voulu mettre les résultats par souci d'honnêteté parce qu'il y a des patients qui ont été totalement incapables de me dire combien de temps ça avait marché. Et donc, c'est très approximatif. Aujourd'hui, quand je les réévalue à 1 an, la plupart d'entre eux
de ceux qui ont eu une efficacité n'ont pas récidivé. Quasiment tous, ils ont une efficacité pour plus d'une année. Entre ceux qui sont guéris, il y en a qui peuvent récidiver, mais ils ont quand même une efficacité qui est durable. En tout cas, dans les récidives vraies, c'est-à-dire avec une reconstitution de la douleur, avec des lésions qui sont réapparues, je n'ai eu qu'un seul cas sur ces 75 patients. Alors, qu'est-ce qu'on fait après les injections? Moi, j'ai choisi de ne pas les immobiliser. Je ne veux pas qu'ils s'enraidissent. Je pense que le mouvement, c'est la vie. Donc, je leur demande de bouger, d'être à l'écoute de leur corps, de prendre des antalgiques au début, d'éviter les anti-inflammatoires, plutôt mettre du froid, avoir un repos relatif 2 ou 3 jours après l'injection. Et puis, ils diminuent les activités sportives et les efforts pendant 1 à 3 mois, suivant l'efficacité clinique. En tout cas, jusqu'au 3e mois, le temps physiologique du remodelage tendineux, je le recommande d'être assez prudent sur les activités contraintes. Alors, est-ce qu'il faut les rééduquer? Honnêtement, je ne sais pas. Pour la plupart des patients, moi j'ai fait une automobilisation, ils sont auto-rééduqués. Quelques-uns avaient un peu de raideur. Donc pour certains, j'ai rajouté de la physiothérapie. J'ai pas trouvé de différence franchement significative entre les patients qui ont eu de la rééducation ou pas. Il y en a que ça rassure d'être accompagnés. Je pense qu'il là aussi, il faut se garder les options thérapeutiques. Donc comme je vous ai dit, je ne voulais pas vous parler de la biblio. C'est vrai qu'il y a eu des revues systématiques et des méta-analyses qui confirment que dans les épicondylites, c'est connu depuis longtemps et ça marche. Peut-être qu'on peut améliorer les suites, la rapidité de récupération avec de la rééducation, mais laquelle? Et quelle est la durée d'efficacité pour ceux qui ne sont pas guéris, entre guillemets, et qui vont avoir des récidives? Je ne peux pas tellement en parler parce que j'ai eu qu'un seul cas de récidive vraie, donc c'est difficile à dire. Alors, quid de l'anesthésie? Quand j'ai commencé, je le faisais sans anesthésie. Après, je suis passé à l'anesthésie, on en reparlera tout à l'heure. Pour moi, elle ne change rien au résultat. Avec ou sans anesthésie, j'ai moins de malaise vago avec l'anesthésie. J'ai des patients qui sont contents et qui ont moins mal, et puis voire pas du tout. Et en tout cas, les résultats me semblent être identiques. Voilà. Donc, je crois qu'il faut savoir, dans ces pathologies-là, utiliser tous les outils qui sont à notre disposition et savoir faire notre petite mixture dans les options thérapeutiques. Voilà. Donc, le docteur Merlini va rajouter un petit mot sur son expérience dans cette prise en charge des lésions du coude, des tendons et du condyle. Alors oui, effectivement, donc l'idée c'est de vous faire sans faire trop de redites et très rapidement sur une diapo de vous rapporter moi ce que je fais, ce qui est en fait très similaire à ce que vient de présenter le docteur Couturier. Moi j'utilise maintenant le PRP en première intention pour les épicondylites. Je ne fais plus d'injection de corticoïdes et d'ailleurs vu qu'on est plutôt dans le cadre d'une tendinose que d'une tendinite, les corticoïdes souvent effectivement ça marche pour la douleur mais très vite ça ne guérit pas le problème et donc pour moi ça n'a jamais été vraiment une solution définitive alors que le PRP c'est un peu plus logique on va dire avec l'action régénératrice et biologique. Je le fais donc soit en première intention, soit après le patient qui m'a été dressé par échec de rééducation et ou d'infiltration. Je fais également protocole de une injection pour commencer à répéter en fonction du résultat et d'évolution. Je l'ai fait de plus en plus, à vrai dire, sous anesthésie. Parce qu'avant, on me disait, je le fais sans anesthésie, bon voilà, on en reparlera, ça m'obligeait à les faire au bloc parce que les gens avaient vraiment trop mal en consultation, donc les gens venaient au bloc pour avoir une ALR pour une simple injection de PRP, c'était toute une logistique. Et donc maintenant, l'anesthésie locale semble confirmer les mêmes résultats. Les suites sont les mêmes, pas de rééducation, je les laisse en auto-rééducation et en auto-mobilisation, pas d'attelle. Tout le premier mois, je les revois à 1 mois, et là, je leur dis, voilà, s'ils sont souples, que ça va, on les laisse tranquilles. Si effectivement ils sont un peu raides ou très tendus, je leur fais faire un peu de kiné pour massage et assouplissement, et surtout pas de travail musculaire évidemment. Et pareil, j'attends 3 mois pour voir. Après, qu'est-ce qui se passe en termes de protocole s'il faut répéter? Moi, ce que j'ai pu constater sur mes patients, c'est que globalement, il y avait une bonne moitié après une injection qui était content et qui demandaient à s'arrêter là parce qu'ils n'avaient plus ou quasiment plus de douleur, ou en tout cas, s'il y avait une douleur résiduelle, elle était largement tolérable et ça les satisfaisait. Si ce n'était pas le cas, je proposais une deuxième injection et dans ces cas-là, ça me permettait d'augmenter le taux de réussite à 72% à peu près, donc plutôt pas mal. En revanche, ce que j'ai pu observer, c'est que si les patients qui, après 2 injections,
n'était toujours pas très satisfait et j'en propose une troisième, bah, vous voyez, ça ne m'a pas permis de décoller dans les statistiques. Donc ça veut dire que pour moi, la troisième injection, bah, c'est qu'on est plutôt dans le cadre d'un échec. Et à ce moment-là, souvent, je m'arrête au bout de la deuxième et on part sur un autre traitement, comme l'a dit le Dr Kuchan. Donc ça, c'était pour les épicondylites. Alors maintenant, on passe au chapitre d'après. On quitte un peu les indications du PRP en médecine de consultation et en médecine de première intention, et on s'intéresse au PRP comme une aide thérapeutique au geste chirurgical, notamment dans le cadre des réparations ligamentaires, puisque moi c'est quelque chose que je fais beaucoup, les réparations ligamentaires arthroscopiques au poignet. Et l'idée, c'était de savoir, je me suis posé la question, est-ce qu'on pouvait obtenir du résultat, une amélioration des résultats avec l'action du PRP sur ce qu'on fait au bloc, à savoir aider à la cicatrisation des ligaments ou bien s'en servir comme adjuvant pour les gens qui, après une opération, ont des douleurs résiduelles. Et puis je me suis intéressé aussi sur le principe, notamment sur les kystes au poignet, les gens qui récidivent, est-ce que c'est pas par un défaut de cicatrisation capsulaire ou ligamentaire, et est-ce que l'adjonction de PRP ne pourrait pas améliorer les choses? On n'a pas beaucoup d'études, il y en a une grosse là, qui est en cours dans notre centre, mais la seule qui est publiée, c'est celle-là, sur une étude concernant le TFCC, où on a pu observer une amélioration du score PRWE, vous voyez, avec l'action du PRP, après une injection concomitante à la chirurgie. Alors, voilà mes indications. Donc, maintenant, j'en fais pour les scapholinaires et TFCC. Je fais une étude en cours. Donc, certains en bénéficient, certains en bénéficient pas pour faire une étude comparative en aveugle. J'injecte toutes les récidives de kyste maintenant, comme je vous disais, pour voir si ça permet d'améliorer le taux de récidive. Et j'injecte également les patients, alors ça c'est pas concomitant à la chirurgie, mais les patients que j'opère du poignet pour des réparations ligamentaires et qui, à 1 an, une petite année, ont des douleurs qui traînent un peu. Ne sachant pas trop quoi faire, je leur ai proposé un traitement par PRP en me disant que ça pourrait pas faire de mal. Et donc je vous rapporterai les résultats de ça. Donc typiquement, le protocole que je fais notamment dans le cadre des réparations ligamentaires, c'est une injection en paire opératoire à la fin du geste chirurgical. Et on verra dans les trucs et astuces comment la faire à ce moment-là. Une injection à 6 semaines, qui correspond souvent à la fin de la période d'immobilisation. Et éventuellement une injection au 3e mois post-opératoire lors de la période de réathlétisation, notamment chez les patients un peu sportifs. Alors, dans le cadre des réparations ligamentaires, donc là j'ai, vous voyez, 47 scapholinaires et 58 TFCC contre un groupe contrôle du même volume sans PRP. Alors voilà ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui ont du PRP rapportent une hausse du curettage précoce. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont une deuxième injection à 6 semaines. Et la deuxième injection à 6 semaines sur un poignet tout juste opéré, ils la sentent un peu passer. Et donc moi, mon hypothèse, c'est que la période précoce, ils sont peut-être un peu moins bien à cause de la deuxième injection que je leur fais subir à 1 mois et demi, alors qu'ils sont tout contents de quitter la telle, et paf, on leur met 4 cc de PRP dans le poignet, donc voilà. Mais néanmoins, ce qu'on peut observer, c'est qu'à long terme, on a une baisse qui est quand même assez intéressante de curettage par rapport au groupe contrôle, c'est-à-dire qu'ils ont 15 points de curettage en moins. Alors, est-ce que c'est la cicatrisation ligamentaire qui se fait mieux? Pour l'instant, il y a des IRM, j'ai demandé des IRM de contrôle chez tout le monde pour voir. C'est difficile parce que les IRM, moi j'opère beaucoup de lésions partielles qui ne sont pas toujours très visibles à l'IRM ni aux arthroscanners. Donc, le mécanisme, on ne connaît pas exactement. Est-ce que c'est un effet anti-inflammatoire, anti-analgésique? Est-ce que c'est un effet vraiment cicatriciel? On le suppose. Toujours est-il que l'effet à long terme, il est là. Et on va publier bientôt ces résultats, mais on a une action à long terme qui semble être bénéfique. Les patients dont on ne sait pas trop quoi faire, les patients pour lesquels on a de la peine, mais qu'on est toujours un peu embêté, c'est-à-dire ceux qui reviennent en disant j'ai mal, on leur fait des examens, ils n'ont rien. Donc typiquement, c'est les gens que j'opère du scapholinaire, au bout d'1 an, ils ont toujours mal. Bon, une fois qu'on a éliminé une cause évidente à la douleur, maintenant je leur propose ça. Donc j'ai 28 patients, douleur résiduelle au bout d'1 an, PRP un peu comme ça pour voir. Et finalement, j'ai été assez surpris des résultats parce qu'il y a quand même un patient sur 2 qui m'a dit « Ah bah ok, maintenant ça va bien ». Donc un patient sur 2, c'est pas mal. Et une échelle visuelle analogique sur la douleur, comme vous le voyez, qui passe de 4 en moyenne à 1,8. Donc on leur divise quasiment, enfin même plus que par 2, leur douleur. Donc ça c'est intéressant et c'est à se garder sous le coude quand on est un peu en bout de course de ces patients qui ont un peu mal.
Ça ne coûte pas grand-chose d'essayer du PRP, on prend un risque zéro et on peut les améliorer un peu. Dans les récidives de kyste, je me suis dit aussi, écoutez, c'est rare d'en avoir quand on les fait sous arthrose, surtout que moi j'y associe souvent une suture capsulo-ligamentaire arthroscopique, mais parfois il récidive. Dans 5% des cas à peu près, donc j'ai un plus faible volume de patients, j'ai que 12 patients. Dans ces patients-là, je les ai tous réopérés pour leur réenlever le kyste et y associer une réparation ligamentaire. Et je me suis dit, je vais rajouter du PRP parce que peut-être que la première fois, ils n'avaient pas bien cicatrisé, on va faire ceinture et bretelle. Sur les 12 patients que j'ai pu refaire, j'ai eu 0% de récidive. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai mis en jaune et que c'est ni en rouge ni en vert, c'est que est-ce qu'ils ne récidivent pas parce qu'ils ont été réopérés et que je leur refais un ligament? Est-ce que c'est l'action du PRP? Ça, c'est très difficile à savoir. Mais bon, ça me rassure de le faire et les patients, ça les rassure aussi. Et Christian Couturier a mentionné l'effet placebo en début de topo. Je pense que ce n'est pas à négliger chez le PRP parce que c'est quelque chose que les patients aiment bien de savoir qu'ils vont se guérir eux-mêmes avec leur propre plasma, leur propre sérum magique. Et ça, je pense que mine de rien, même si on enlève un peu tout le côté scientifique, ça a une vraie importance, en tout cas pour moi, tout comme toutes les autres thérapeutiques alternatives qui ont été également mentionnées en début de topo. Alors bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là, donc maintenant j'attends de voir un peu si ça se confirme dans le temps. L'étape d'après, c'est aussi d'évaluer radiologiquement ce qu'on a, c'est-à-dire faire un peu ce que disait Christian sur les IRM et les radios, voir si on a une réponse dans le temps également sur le plan radiologique, et puis de cibler un peu mieux les indications de tout cela. Voilà, on va passer donc aux trucs et astuces. Le dernier chapitre, je repasse la main au docteur Couturier qui va nous lancer sur le sujet. Merci, docteur Merlini. Alors, ton expérience sur la chirurgie est intéressante. Je le fais de temps en temps parce que je fais aussi un peu d'arthro de poignet, beaucoup moins que tu en fais. Et c'est vrai que j'ai été surpris sur des cas un petit peu difficiles de patients qui gardaient des douleurs. Je ne savais pas trop quoi leur faire sur des lésions partielles ligamentaires. On se dit, pourtant, c'est pas grand-chose, c'est une lésion partielle. Et bien, effectivement, il y a quand même des situations où les gens n'ont plus mal après cette injection. Donc, voilà, faut y penser. Alors, le chapitre trucs et astuces, c'est pour rentrer dans le détail de sujets que, enfin, en tout cas, c'est des questions qu'on me pose quand des collègues viennent voir quand je fais les injections, comment je fais. Alors, le sujet qui revient tout le temps, c'est l'anesthésie. Pourquoi? Parce que on nous a longtemps dit que l'anesthésie, il ne fallait pas en faire dans le PRP parce que ça abîme les plaquettes. Bon. Quand on a eu son lot de patients douloureux et des malaises vagos, on se dit quand même c'est ballot parce que la technique est intéressante et on a un peu de mal à la faire en cabinet. Et même si nous on le fait en office surgery, on est quand même dans une structure indépendante d'un hôpital ou d'une clinique où il peut y avoir une salle de réveil et des anesthésistes pour gérer les cas complexes. Donc la littérature nous montre que, alors c'est pas très vieux, hein, c'est 2021, mais que la lidocaïne et la ropivacaïne, finalement, ça ne semble pas changer la procédure. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, dans mon expérience, j'ai commencé sans anesthésie avec pas mal de malaises vagos. Maintenant, je n'en ai plus jamais. Je fais avec anesthésie et les patients ont beaucoup moins de douleur. Alors, voilà un exemple de... C'est juste pour vous montrer l'anesthésie, ça tout le monde l'a fait, c'est l'affaire. Personnellement, je le fais là à l'aiguille et j'essaye toujours de rester dans la partie superficielle, c'est-à-dire qu'évidemment, je ne vais pas toucher au tendon, je vais mettre mon aiguille dans les parties molles et je vais essayer de faire diffuser dans la graisse sous-cutanée cet anesthésiant sur toute la zone où ensuite je vais pénétrer avec mon autre petite aiguille. Alors, l'inconvénient, j'ai envie de dire, c'est que parfois ça peut faire des hématomes. Et donc, après une injection, je leur mets un pansement élastique pas serré, juste tenu, pour éviter que ça fasse une grosse poche de décollement qui peut créer effectivement cet hématome secondaire, donner de la fibrose et peut-être participer à un retard de cicatrisation. Alors, moi, je le fais à la xylocaïne 1% non adrénalinée. J'y ajoute du bicarbonate pour le tamponner. Je mélange 3 cc de xylo avec 1,5 cc de bicar et on se rapproche d'un pH 7, ça fait moins mal. Le pH 7 semble être moins embêtant pour les plaquettes et je reste en extra tendineux
pour les épicondylites et évidemment en extra-articulaire pour les petites articulations. Ce qui est important dans l'anesthésie, c'est que si on anesthésie et qu'on va piquer juste derrière, ben, les patients vont avoir mal parce que l'anesthésie n'a pas eu le temps d'agir. Et c'est tout le problème des chirurgiens, c'est que souvent on est un peu pressé. D'habitude, on ne fait pas les anesthésies, c'est les anesthésistes qui s'en occupent. Ils l'ont fait un petit peu avant. Donc on arrive, on met les pieds sous la table et hop, on y va. Et bien là, il faut se donner le temps. Et donc, il ne faut pas hésiter à prendre le temps de discuter avec le patient et laisser quelques minutes à ce que ça s'installe. Moi, j'ai tendance à masser la zone qui a été anesthésiée pour faire diffuser, pour que ça pénètre un petit peu dans les parties molles sans aller piquer en profondeur. Donc, on pourra en discuter tout à l'heure avec le docteur Merlini s'il a des choses à rajouter sur l'anesthésie, mais je crois qu'aujourd'hui, vraiment, il ne faut pas s'en priver. Alors, sur l'aspect procédural, bon, voilà l'installation que nous, on a dans notre structure. C'est vrai que je vais adapter ma sonde et la taille de la sonde à l'articulation. Quand je vais être sur une IPP ou une interphalangienne distale, ben, je vais prendre une petite sonde de 18 ou de 22, comme vous le voyez là à gauche. Quand on va être sur des grosses articulations, sur les MP, sur le poignet, on a des sondes un petit peu plus volumineuses, mais qui apportent aussi une meilleure définition. Et ça permet, là vous voyez, on a une aiguille qui rentre au dos d'une articulation métacarpophalangienne. Alors là, le patient, il sent rien. Alors là, la question, c'est qu'est-ce qu'on met? Combien on en met? Au début, moi, je m'étais dit, je vais remplir à fond les ballons parce que je vais en mettre beaucoup. Et puis voilà, ça va faire un bon effet. Et alors là, les patients ont quand même eu beaucoup de douleur. Et puis surtout, je me rendais compte après que finalement, quand je regardais 1 minute ou 2 minutes après l'injection, eh ben, il y avait pas mal de PRP qui étaient ressortis. Donc aujourd'hui, je rentre dans l'articulation, parfois je bouge mon aiguille parce qu'on se bloque un peu dans la synoviale. Quand on injecte le PRP et qu'il y a une grosse inflammation, on a l'impression d'avoir quelque chose qui se gélifie, qu'on voit parfois à l'échographie. Et donc, je vais injecter jusqu'à ce que le patient me dise qu'il sent une tension désagréable. Parce que quand on fait l'anesthésie, par exemple là sur l'AMP à droite, l'anesthésie, je l'ai faite en dorsale. Donc, mon aiguille, je la fais pénétrer dans le tendon, dans l'articulation, le patient n'a pas mal. Mais quand je vais gonfler, la partie palmaire de l'articulation n'est pas anesthésiée, parce que je n'ai pas mis d'anesthésiant dans l'articulation. Ce qui fait que la proprioception persiste, est préservée, et donc le patient va sentir une tension qui devient à un moment désagréable, et je m'arrête avant qu'il ait mal. Et en général, c'est tout à fait supportable, ils repartent, j'ai plus de malaise vago comme je l'avais au départ, et j'ai regardé la quantité injectée. Finalement, quand on en met trop et qu'on fait mal au patient, ben, on a un désagrément immédiat. Et puis, moi, je n'ai pas constaté que ça marchait mieux parce qu'on avait rempli à fond les ballons l'articulation. Donc, je le remplis, j'ai envie de dire physiologiquement, c'est-à-dire ce que l'articulation peut supporter, afin que ça reste supportable pour le patient. Voilà. Alors, je vais repasser la main, la visio au docteur Merlini, qui va continuer à partager son expertise. Oui, alors, effectivement, le temps que ça se lance, j'en profite pour rajouter tout à fait la même chose, c'est-à-dire que un des gros... Alors, pour l'anesthésie, entièrement d'accord, moi je suis du même avis, c'est-à-dire que j'ai eu trop de soucis, moi j'aime pas faire mal aux gens, voilà. Donc au cabinet, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, dis donc, votre truc c'est horrible, je ne le referai plus jamais, ou alors vous m'emmenez au bloc, enfin bref. Donc maintenant, c'est anesthésie locale pour la plupart des cas. Ça dépend du type d'injection qu'on fait, mais voilà. Et j'ai aucun problème particulier et j'ai pas noté de baisse d'efficacité. Donc je suis entièrement d'accord. Pour ce qui est du volume injecté, même chose. Effectivement, moi j'avais tendance à être un peu généreux au début, en me disant bah, plus on en met, mieux c'est. J'ai pas forcément eu l'impression que c'était mieux d'une part. Par contre, j'ai eu des patients qui m'ont un peu fait la tête après. Donc, je pense qu'il y a une notion importante à tenir, c'est la proprioception, c'est-à-dire que même si on endort partiellement la zone à injecter, le patient, comme le dit le docteur Couturier, il y a toujours cette sensation de gonflement interne, que ça prend du volume, et quand il commence à vous dire que c'est bien, c'est que c'est bien. Et là, il faut l'écouter. Et puis, on prend l'habitude aussi du volume injecté par articulation, c'est-à-dire qu'on sait que dans une trapézométacarpienne, une fois qu'on a mis 2 millilitres, c'est compliqué d'aller plus loin. Donc voilà, un poignet c'est un peu plus, en radiocarpien on peut mettre 3, parfois 4 dans les gros poignets, mais il faut, par habitude, on prend un peu la bonne dose à injecter. Et puis,
Et puis il y a le côté vraiment, s'il en reste, qu'il y en a trop, on peut toujours un peu le répandre en sous-cutané. Moi, c'est ce que je fais parfois pour pas gâcher, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un mécanisme un peu d'imbibition où on le répand un peu partout tout autour. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas, mais voilà. Alors moi, c'est plus sur les détails un peu logistiques au bloc, sur comment on fait une injection au bloc. Moi, je fais tout faire par ma fidèle aide opératoire que vous voyez ici à droite, qui souvent, ça dépend de la durée du geste. Pour des gestes courts, elle peut même le prélever avant l'intervention parce qu'on a presque 30 minutes de délai d'utilisation, c'est-à-dire qu'il y a un prélèvement bien fait, qui est bien isolé, dans lequel il y a pas de globules rouges, il n'y a pas de plasma, il n'y a pas toute la partie du bas reste bien dans la première seringue. On a un PRP qui ne va pas coaguler avant 20-30 bonnes minutes. Donc on est un peu large. Si le prélèvement est un peu moyen, qu'il y a eu une petite contamination, qu'on est obligé de purger un petit peu, bon, on a moins de temps, mais dans l'ensemble, on a toujours quand même plusieurs minutes. Donc ça dépend de la durée du geste. Si le geste est un peu long, globalement, 10 minutes avant la fin du geste, je demande à Jacqueline, est-ce que tu peux aller prélever le patient comme ça centrifuge, et puis le timing est relativement bon. Il faut tout avoir en salle, hein, bien sûr, pour éviter les allers-retours. On est quand même dans le cadre d'utilisation de produits sanguins labiles, hein, sur le plan juridique, donc il faut que tout se fasse dans la même salle. Ça, c'est pareil en consultation ou en office sur un jury. Un piège dans lequel il ne faut pas tomber, moi je suis tombé dedans, il y avait un cathlon sur le patient, on s'est dit, bah, tiens, on va prélever sur le cathlon, c'est plus facile. Très mauvaise idée en fait, parce qu'on obtient du sang qui est déjà partiellement un peu hémolysé, ou voilà. En tout cas, ça ne va pas, et le prélèvement, souvent, on obtient après centrifugation du sang qui est déjà coagulé, donc on n'arrive pas à avoir un bon prélèvement. Donc même si le patient a déjà un cathlon, il faut lui refaire un nouvel abord veineux. Ça, c'est très important parce qu'on peut être tenté, mais ça ne marche pas. Alors pour ce qui est des arthroscopies, puisque c'est surtout dans ce cadre-là que je l'utilise, comme je vous ai dit, bah, on ne peut pas se permettre de le faire n'importe comment non plus, parce que bon, moi j'utilise souvent encore de l'eau, même si c'est pas sous pression et c'est juste la poche en déclive, mais il y a de l'eau dans le poignet, donc si on injecte alors qu'il y a encore plein de flotte dedans, bah, ça n'a pas de sens, ça va s'écouler en dehors. Donc ce que je fais, c'est qu'en fin d'intervention, j'évacue, je retire tout, j'évacue bien toute l'eau du poignet. Alors moi j'ai l'habitude de ne pas fermer mes trous d'arthroscopie, je ne mets pas de fil dessus parce que c'est tout petit, ça ne laisse pas de cicatrice, donc souvent je les laisse comme ça. Mais quand je fais une injection, je mets des stéristrips pour bien fermer le portail d'arthroscopie, et après un pose des stéristrips, j'injecte à travers le stéristrip, même souvent, pour finaliser l'injection qui est dedans. Là c'est différent sur la vidéo, vous avez un autre exemple d'utilisation du PRP, qui, quand on le mélange un peu à de la fibrine avec le système d'Artex, peut donner une espèce de colle biologique qui peut être très utile. Là, vous voyez, c'est un exemple de greffe de cartilage sur la tête du capitatum dans lequel je viens fixer la greffe avec la technique autocarte. Donc, on peut avoir d'autres actions. Donc là, c'est pour ça que je le fais avec l'oscope en place, mais autrement, sinon, c'est à la fin. Et j'utilise les portails d'arthroscopie pour injecter, c'est-à-dire 3-4 pour la radiocarpienne et MCU pour la myocarpienne. Et j'injecte une fois que je suis sûr que le produit ne va pas ressortir, sinon on gâche des millilitres précieux de PRP. Et là, dernier élément, le patient est sous ALR, donc il n'aura pas la sensation que vous en mettez beaucoup, il n'y aura pas de douleur, il n'y a pas de proprioception. Alors pareil, moi, les premières réparations ligamentaires, je mettais toute la seringue en me disant, allez hop, chouette. Généralement, les patients, moi, après mes arthroscopies, ils n'ont pas très très mal, c'est pas des gestes très invasifs. Et puis là, j'ai commencé à avoir des patients qui revenaient en me disant, j'ai eu mal pendant une semaine, c'était horrible, c'était gonflé. Et j'ai compris que je mettais sûrement trop de PRP. Donc maintenant, je reproduis ce que je mets en consultation, c'est-à-dire 3-4 cc max par poignet, pour être sûr de ne pas déclencher de réaction douloureuse post-opératoire. Voilà les principaux éléments des trucs et astuces. Voilà, je ne sais pas si, Christian, il y a d'autres trucs que tu voulais redire là-dessus. Alors Voilà. oui, en écoutant nos présentations, il y a des questions qui me sont revenues. Sur le prélèvement notamment, tu l'as bien dit, c'est important d'avoir un prélèvement de bonne qualité. Et moi, il m'arrivait plus d'une fois d'avoir des patients qui étaient un petit peu ronds, avec des veines superficielles difficiles à attraper, qui étaient toutes petites. Et donc, parfois, il m'est arrivé d'aller faire le prélèvement sur une veine profonde que je repérais sous échographie pour avoir une veine de gros calibre.
Donc, il ne faut pas hésiter à se donner les moyens d'avoir un bon prélèvement parce que, évidemment, ça conditionne la qualité du PRP. Ah oui, c'est sûr. Alors, il y a j'ai oublié, j'ai pas précisé une chose. Dans les arthroses, au niveau des petites articulations, moi, au début, je ne savais pas combien je devais faire d'injections. Donc, j'ai fait le choix de ne faire qu'une seule injection et d'évaluer ensuite, au bout de quelques semaines, bon, ben, c'est entre un mois pour avoir une idée de s'il y a une efficacité ou pas, et au troisième mois, parce que c'est le temps biologique de remodelage tissulaire, et à ce moment-là, ben, je vois ce que ça a donné, si ça a fonctionné ou pas. Et après, s'il y a eu une efficacité, ben, je vais éventuellement faire un complément d'une deuxième injection si d'aventure le patient me dit ça va beaucoup mieux, mais j'ai encore un petit peu mal. Et parfois, bah, je fais une injection, ils n'ont plus de douleur. Et puis quand ils reviennent au bout d'un an et demi, en me disant hop, ça recommence, on refait des injections. J'ai décidé de faire ça pour deux raisons. La première, c'est que bah, c'est onéreux, une injection de PRP. Et donc, il y a des gens pour lesquels ça peut poser un problème sur la facturation. Et puis, comme aujourd'hui, il n'y a pas sur les petites articulations de publications qui montrent que c'est mieux de faire 3 que 2 que 1, j'ai décidé de faire comme ça. C'est un choix personnel. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur les petites articulations. Mais bon, c'est comme dans toute technique, quand on développe une technique innovante ou quand on étend une procédure, c'est important de tester, d'essayer, de rapporter nos résultats et puis d'essayer surtout de s'améliorer. Dernière chose, une question a été posée sur le PRP max sur les petites articulations. Dans ma pratique, moi, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé, mais je ne désespère pas pouvoir commencer cette utilisation et peut-être trouver effectivement des ajustements pour améliorer la performance. Il faut, je pense, quand même faire comprendre aux patients que ça coûte cher de le faire, parce que mine de rien, ça coûte, il faut le prix de la seringue, enfin, quand on fournit tout, ça coûte cher de faire l'injection. Et donc ça, moi, je les informe, les patients, parce que parfois, ils viennent, ça va assez vite, ils peuvent rester 5 minutes au cabinet, ils ne comprennent pas trop pourquoi ils payent aussi cher. Je pense que c'est très important d'informer les patients, à la fois sur ce que c'est que le PRP, sur comment ça se passe, combien ça coûte. Et moi, j'ai fait une fiche d'information détaillée que je leur remets avant chaque injection pour leur dire pourquoi, quel est le prix de la seringue, quel est le prix de la centrifugeuse, etc. Et donc, je pense et moi, j'ai remarqué qu'ayant l'information en plus, les patients étaient beaucoup plus enclins à participer à ce genre de traitement. Donc, il y a une vraie importance sur l'information et sur le côté prise en charge, etc. Oui, alors je partage ce point de vue. Moi, je ne fais jamais une injection de PRP en consultation dans les suites immédiates d'une consultation. Pour moi, c'est un geste invasif, comme une intervention chirurgicale. J'estime donc que le patient a le droit à cette information. Je lui remets un certain nombre de documents, je lui explique comment ça va se passer. Il a un devis parce qu'effectivement, il faut qu'il sache combien ça coûte. Et parfois, certains peuvent avoir des prises en charge par leurs assurances complémentaires sur des procédures hors sécu, comme on le voit sur certaines médecines complémentaires. Et du coup, ça permet aux patients d'avoir ce temps de réflexion. Et je dédie pour ces injections des créneaux avec une infirmière et toute l'installation qu'on avait. Après, chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas de recommandations spécifiques, mais je crois que c'est important. On est sur des produits sanguins labiles, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Aujourd'hui, il a été discuté à un moment la possibilité d'utiliser le PRP parce que est-ce qu'on a le droit légalement? Bon, il se trouve qu'on n'a pas de problème légaux, mais c'est un vrai sujet. Et puis, c'est un geste invasif qui mérite, à mon sens, réflexion et parfois un deuxième avis. Et il y a des gens qui me disent bah, j'ai pris un deuxième avis, on m'a dit que ça servait à rien. Je leur dis bah, écoutez, voilà mon expérience, c'est une des voies thérapeutiques qu'on vous propose. Et finalement, j'ai extrêmement peu de patients, moins de 1% des patients à qui je propose un PRP qui ne le réalisent pas. C'est quelque chose qui les gens, ça leur parle quand même parce il y a le côté inoffensif en fait qui est très important, c'est-à-dire que c'est du circuit fermé, on leur explique bien que c'est leur plasma à eux, on n'y ajoute rien, il n'y a pas voilà, c'est directement réinjecté après concentration.
il y a le côté naturel, hein, il y a le côté bio qui est très en vogue, que les patients aiment bien. Ils se traitent par eux-mêmes, ils se traitent par des méthodes naturelles et non pas par des produits chimiques. Et, et les gens, à partir du moment où ils comprennent le principe, ils y adhèrent, je trouve, assez bien. Et voilà. Écoutez, merci beaucoup pour vos partages d'expérience. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais je pense que c'est surtout parce que les présentations, elles étaient très complètes et claires. Moi, j'avais des questions, mais docteur Couturier, vous y avez répondu à la fin sur votre protocole d'injection dans la rhizarthrose, dans les petites indications. Donc, c'est vrai qu'on a vu des trucs et astuces et l'ensemble des éléments. Donc, ce que je vous propose, c'est de clôturer ce webinaire et je vous remercie beaucoup pour l'ensemble des éléments que vous avez pu partager et communiquer. Et n'hésitez pas à consulter le webinaire, il sera disponible en replay et vous pourrez regarder l'ensemble des éléments qui ont été discutés ce soir. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci, au revoir.